on embrasse sur cette émission Débat ouvert. Sur ce plateau, nous avons invité pour vous l'un de candidat à gouverneur, la personne de Mbouyi Aimé. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les motivations qui lui ont poussé de postuler comme candidat gouverneur, malgré tout ce qui s'est déroulé. Mais il est là pour nous expliquer toute sa motivation et aussi nous parler également de son projet s'il était élu gouverneur, et aussi nous parlerons d'autres sujets d'actualité. Sans plus tarder, je m'en vais vers mon invité pour lui dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Feza. Vous allez bien? Très bien. Et comment vous vous portez déjà après tout ce qui s'est déroulé? Je me porte très bien. En fait, vous savez, j'avais devant moi deux possibilités, gagner ou perdre. Alors, j'étais préparé pour les deux. Ah, d'accord. Donc, cette perte apparemment ne vous choque pas trop, parce que psychologiquement, vous étiez déjà préparé. Ça ne me choque pas parce qu'il s'agit de la politique et je savais que j'avais affaire à une partie adverse qui était de taille sur le plan politique. Parce que le candidat qui a gagné, le gouverneur Daniel Bumba, avait bien un soutien beaucoup plus grand que celui que j'avais. Et face à cela, j'étais réaliste, mais cela ne me décourageait pas à faire de mon mieux pour faire voir aux députés provinciaux ce que je pouvais apporter. J'ai les sentiments positifs dans ceci que les députés provinciaux sont convaincus dans leur cœur, je le sais, que je suis un candidat qui apporterait beaucoup dans la gestion de la ville. Bien que les urnes en ont décidé autrement, étant donné que ce n'était pas le seul facteur que les députés provinciaux regardaient pour voter. Certainement, ils avaient d'autres facteurs ou des éléments, des critères à considérer pour leur choix. Pas seulement les facteurs compétences, j'estime. Donc, mais je crois qu'ils sont convaincus que je suis un candidat, j'ai été un candidat qui pouvait apporter beaucoup dans cette ville. Mais étant que politique, vous êtes allé comme indépendant ou bien vous avez, il y a un regroupement qui vous a porté? Non, je n'ai pas été porté par un regroupement. Je suis allé en tant qu'indépendant, en tant qu'un Quinois qui a vu l'état de la vie et qui pouvait changer des choses et qui a décidé de le faire. Madame Feza, c'est un peu comme ce qui se passe à l'est du pays. Vous avez vu des jeunes prendre des initiatives pour combattre l'ennemi. Les Ouazalendo, par exemple. Dans la ville de Kinshasa, on peut aussi le faire démocratiquement. J'ai vu que la ville était en train de mourir, sachant que j'en ai la capacité, je peux organiser la gestion de la ville qui n'existait pas. C'est-à-dire organiser les données qui permettent de gérer la ville efficacement pour bien suivre la gestion des routes, des éclairages publics et résoudre les problèmes des embouteillages, beaucoup de choses parce que j'en suis expert. J'ai pris mes armes en quelque sorte, j'ai pris cet engagement de présenter ma candidature afin de dire aux députés provinciaux ce que je sais faire, qui je suis, et puis voir s'ils pouvaient considérer ma candidature pour apporter évidemment la solution à la ville. Et quand vous êtes expert, si vous pouvez nous dire quand même votre expertise porte sur quoi, par exemple? Mon expertise, ça porte sur la gestion de tout ce qui est bâtiment et immobilier et tout ce qui est associé à cela. Donc tout ce qui entre dans les cadres d'infrastructures et travaux publics. Je suis ingénieur civil, je suis expert dans cette gestion-là. J'ai 10 ans d'expérience dans la gestion. J'ai géré par exemple pour une organisation religieuse dans cette ville, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pendant plus de 10 ans, leurs bâtiments, plus de 30 bâtiments. J'ai assuré l'organisation de la gestion, l'enregistrement des informations des bâtiments. Quand on parle des bâtiments, voici des espaces non construits, des espaces verts et tous les espaces libres, des allées, tout ça qui s'apparente évidemment aux routes. Nous les enregistrons, leur surface, leurs données, leur maintenance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les entretenir, pour suivre? Il y a beaucoup de projets, des projets même de construction des bâtiments, de réfection des bâtiments, donc avec des systèmes informatiques qui permettent de gérer ces choses-là. Alors ma candidature avait pour but
deux grands objectifs. Premièrement, c'était de créer l'argent pour la ville, parce que je suis aussi quelqu'un qui sait utiliser le numérique pour organiser la gestion et générer les revenus. J'ai moi-même conçu des applications mobiles pour ma société. Je suis entrepreneur actuellement. Donc, et le deuxième objectif était bel et bien d'organiser la gestion qui manquait. Parce que l'honorable, bon, son Excellence, Monsieur le Gouverneur Daniel Bumba, va entrer en fonction. Va-t-il trouver des données de la ville? Je me demande s'il y en a. Va-t-il trouver une organisation de la gestion? Parce qu'on ne pouvait pas gérer la ville de façon sporadique, avec tâtonnement. C'est un système. Donc, vous devez savoir ce qu'il y a. Il faut avoir des inventaires de tout ce qui constitue ce système. Voilà pourquoi j'avais préconisé la mise en place d'un bureau technique du gouverneur que j'ai publié. J'ai fait un modèle de plan qui est une salle qui a beaucoup d'écrans, des plans de la ville, des marchés par exemple. Vous avez les plans des marchés, ça peut être numérisé, c'est-à-dire sur des écrans. Vous pouvez voir, vous obtenez des rapports et vous avez des outils informatiques à l'appui, même des applications qui permettent de vous transmettre, que la base vous transmette des informations sur l'état de la ville en utilisant des applications que j'ai aussi utilisées dans la gestion des bâtiments. Donc la même chose peut se faire pour la ville. Alors avec votre personnel technique, vous avez la vue d'ensemble de la ville, que ce soit des ponts, vous en avez toutes les informations de leur dimension ou leur vie, ou ce qui les entretient, ou ce qu'il faut pour les entretenir, ou les problèmes qu'ils ont. Le boulevard Lumumba, vous en avez toutes données dans un système informatique. Vous connaissez et vous recevez des rapports sur son état. Vous savez quand est-ce qu'il faut faire certaines opérations pour la maintenance et où, quand il y a des réparations, qu'est-ce qu'il faut pour un suivi efficace. Cette gestion n'existait pas. Alors moi, ma candidature avait pour but, évidemment, de venir installer une gestion, faire un mandat, et si les députés provinciaux sont satisfaits, ceux qui seront votés et les nouveaux qui viendront faire un deuxième mandat dans 10 ans, laisser à la ville une organisation qui n'existait pas, et ensuite aussi laisser à la ville un plan de son développement. Par exemple, j'ai travaillé déjà avec des architectes une présentation d'une autoroute qui doit exister dans la ville de Kinshasa, qui permet de quitter, par exemple, Pompage jusqu'à Maluku, qui n'a que des sorties et des entrées, vraiment ce qu'on appelle highway. Les budgétiser, voir comment les construire, suivre le long du fleuve, à certains endroits, aller en surface, d'autres être sur le sol, donc aller au-dessus de la surface, d'autres rester sur la surface. Donc des plans comme ça pour l'émergence de la ville. Parce qu'il était aussi important que la ville ait son plan de sa vision. Qu'est-ce que nous voulons que la ville de Kinshasa soit en 2020, à 2030, 2040, 2050. Voilà des choses que j'avais prévu de laisser à la ville. Malheureusement, je ne suis pas élu. J'espère que le gouverneur élu aura aussi les mêmes inspirations. Il pourra tirer peut-être profit des idées que nous avons partagées. Mais s'il vous était quand même demandé de pouvoir vous associer avec lui par rapport à votre technicité, est-ce que vous êtes prêt? Maintenant, j'étais un candidat indépendant. J'ai été motivé par le besoin d'améliorer la ville. Je ne pense pas que je refuserai de venir contribuer. Je regarderai si cela me permet de faire ce que je sais faire, pas n'importe où. Si c'est pour faire ce que je sais faire, oui, mais si c'est faire ce que je ne sais pas faire, je dirais non. Donc, je ne suis pas là pour faire perdre à la ville le temps ou les ressources. Je suis là pour apporter. Alors, si le gouverneur élu pense que je suis utile à quelque chose, utiliser mon savoir, que ce soit en tant que partenaire ou en tant que faisant partie de l'équipe, j'apporterai tout ce que je peux à notre ville. Au regard de tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure ici, par rapport au développement de la ville provinciale de Kinshasa, à combien vous avez chiffré votre programme? Mon programme était chiffré
ça avait une fourchette. La fourchette était de 7,5 milliards à 17 milliards de dollars pour les 5 ans. Les 7,5 milliards étaient les minimums, les maximums c'était 17,5. La fourchette est large, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'on ne serait jamais moins de 7,5 milliards et on sera toujours au-dessus de 17,5 milliards en dollars. Et parce que la première année, nous allions commencer à mettre en place les réformes qui allaient permettre de générer les recettes, maximiser évidemment les revenus. J'ai proposé des outils comme la numérisation pour capter toutes les recettes. Ce dont j'ai parlé, c'est des choses que moi j'ai fait. D'ailleurs, mon expérience, que ce soit là où je travaillais et dans ce que je fais maintenant pour ma propre société, il y a un usage, en tout cas intense de l'informatique, de la numérisation, avec des applications mobiles à l'appui, que ce soit dans la gestion financière ou la gestion des éléments comme les infrastructures, les bâtiments et autres. Donc, je saurais faire cela. J'ai montré lors de la présentation, de l'audition par les députés devant les députés provinciaux, une vidéo qui démontrait la réalité de cette application-là. Cette application est une application qui existe, qui a été travaillée par des gens que je connais et qui est utilisée actuellement au Bénin. Okay. Au Bénin pour payer, c'est depuis seulement fin 2023, ça n'a pas de longtemps, pour montrer que c'est récent. Donc les pays commencent à comprendre que pour capter le maximum de recettes, il faut passer par les outils digitaux. Alors, donc, ça permet de payer la taxe sur les véhicules motorisés. Nous parlons souvent des vignettes ici chez nous. Ça permet de capter l'impôt foncier. Ça permet aussi de capter l'impôt sur les revenus locatifs. Éviter aussi le coulage de résidus. Exactement. Madame Feza, je vous assure, j'en suis très convaincu qu'il est impossible de développer une ville ou un pays de nos jours sans utiliser les outils numériques. Impossible. Avant l'informatique, il y avait des calculatrices, il y avait des registres que l'on utilisait pour sauvegarder les données. De nos jours, il faut que les données soient continues. Les données doivent parce qu'on parle de la continuité de l'État aussi. Donc les données doivent, même après 50 ans, exister dans des bases de données. Il faut avoir des intranets pour le pays, des serveurs qui vous permettent de garder des informations. C'est comme ça que même la démographie peut être suivie. C'est ainsi que même les recensements peuvent bien se faire. C'est ainsi que nous allons éviter les recommencements. On recommence toujours les choses parce que vous avez des informations et puis ça va coûter moins à l'État au fur et à mesure parce que les données sont là. Un exemple, si nous avions la possibilité de recenser la population aujourd'hui en utilisant évidemment un système conçu pour cela, un système informatique, nous pouvons garder ces données à jour de façon que dès qu'un enfant naît, au lieu seulement qu'il obtienne un acte de naissance à la commune, un papier, et puis écrit dans un registre, non, on l'enregistre directement dans un système informatisé qui est les données dans les serveurs à n'importe quel coin du pays. Tant qu'on a accès à ces serveurs, l'information est là. Comme ça, les hôpitaux pouvaient, par exemple, avoir l'obligation de remplir des fichiers qui permettent d'enregistrer ces données-là dans ces systèmes. À part l'acte, le certificat de naissance, il y a un autre formulaire qui est rempli, qui est déposé à la commune, où il y a des gens qui entrent des informations là directement. S'il faut mettre même la photo de l'enfant, tout ça. Donc, en faire par exemple une obligation, un centre de santé qui échappe à cela peut être aussi punissable par la loi. Donc, vous allez voir que nous allons mettre notre pays dans un niveau vraiment du vrai développement. Des choses que nous pouvons faire. Nous allons faire alors quand? Si nous ne faisons pas aujourd'hui. C'est ça la question que je me pose toujours. On ne fait rien. On ne veut pas oser. On va le faire quand?
quand même savoir comment est-ce que vous avez pu, dans votre programme, bien sûr, trouver la solution pour cette problématique de l'insalubrité dans la ville de province de Kinshasa. Comment est-ce que vous avez pu résoudre ça? Alors, concernant l'insalubrité qui règne à la ville de Kinshasa, j'ai proposé plusieurs solutions. J'ai conçu un site internet www.voteaimembouyegouverneur.org. Il y a des documents qui sont aussi attachés dans ces sites-là, qui sont disponibles. Les solutions partent de la participation citoyenne aux responsabilités des gouvernants. La ville, c'est comme une maison. Alors, lorsqu'on salit la maison, c'est beaucoup de travail pour les aides ménagères ou les parents. Alors, pour vraiment garder la ville très propre, il faut d'abord éviter de la salir. Et puis, ça va coûter moins. Donc, le changement des mentalités des Kinois est vraiment important pour un assainissement durable de la ville. Et comment alliez-vous procéder pour faire changer ces Kinois-là, la mentalité, d'autant plus que cette mentalité-là est ancrée. Et hormis ce problème de la salubrité, il y a aussi ces problèmes criants de l'insécurité dans la ville provinciale. Oui, nous avons diagnostiqué tous ces problèmes-là. En revenant sur l'insalubrité, il y a plusieurs mesures que j'ai proposées. Mon programme plutôt avait été bicéphale, donc avait 2 volets. Il y avait des solutions immédiates et des solutions qui avaient pour but d'instaurer un changement durable, des solutions durables. Les solutions immédiates étaient des mesures qui ne devaient pas attendre. La ville est sale, alors nous allons, si j'étais voté, la première chose que je ferais par exemple, hier, j'allais faire une adresse au peuple kinois, un mot, j'allais m'adresser au peuple kinois, les remercier, parce que même si ce sont des députés provinciaux qui m'ont voté, mais c'est des Kinois qui ont voté les députés provinciaux. Donc c'est indirectement eux qui ont fait confiance à ces personnes qui m'ont voté. J'allais d'abord remercier les Kinois pour les choix qu'ils avaient fait des députés provinciaux, remercier les députés provinciaux, et puis inviter les Kinois à regarder de l'avant avec moi, et puis les inviter à se préparer à des changements qui allaient être effectifs. J'allais inviter même des jeunes qui sont dans les Koulouna hier à commencer déjà à se préparer à abandonner. Parce qu'ils allaient apprendre hier que la complaisance, l'heure de la complaisance était terminée. J'allais vraiment les dire que préparez-vous, l'heure de la complaisance est terminée. Dès le premier jour de mon intronisation ou mon installation en tant que gouverneur par l'ordonnance présidentielle, les jours suivants, c'est les jours d'action. J'allais inviter tous les motards, tous les gens qui ont créé des arrêts le long sur des carrefours à des endroits inappropriés, de commencer déjà à dégager. Parce que nous allons descendre pour libérer les espaces afin de résoudre cette problématique des embouteillages. J'allais inviter aussi les Kinois à se préparer à prendre soin de leur ville. Parce que la participation citoyenne est obligatoire. Et la façon la plus efficace de commencer à participer à la propriété de la ville, c'est de commencer par arrêter de salir votre ville. Mais de votre côté, en apportant quel changement, par exemple, sur le terrain? Oui, sur le terrain, nous avons prévu d'assurer qu'il y ait les poubelles sur chaque avenue. J'allais travailler avec les bourgmestres pour que cela soit effectif. Même qu'il manque dans la ville, il y avait des poubelles, mais des problèmes se posent au niveau des transports, évidemment, des déchets. Parce que nous allions évidemment créer une grande décharge au niveau des grandes décharges, est et ouest de la ville, vers Maluku et vers à l'extrémité de la ville, en sortant, comment on dit, vers Zela Matadir, un peu plus loin là-bas, vers les Banzanguru, on approche un peu là-bas, on crée là-bas aussi une grande décharge, parce qu'avec l'idée de créer une usine de transformation des déchets en énergie, donc on approche déjà des endroits qui permettent de construire des usines, et puis nous allions engager une entreprise pour transporter tous les déchets qui sont actuellement dans la ville et les acheminer à ces endroits-là.
Même si les endroits ne seraient pas encore bien gardés, bien construits pour accueillir les déchets, nous allons d'abord juste aménager, même s'il fallait mettre tout simplement un bureau provisoire, fait peut-être avec un conteneur bien aménagé, climatisé rapidement pour ceux qui travaillent là-bas. Nous allons d'abord le faire afin d'attaquer directement les problèmes. Nettoyer la ville, c'est-à-dire débarrasser et puis enlever tout ce qui est dans des caniveaux et les jeter, pas les mettre au bord de la route, libérer tous les cours d'eau qui sont remplis des immondices. J'allais faire appel même à des petites et moyennes entreprises. Hein. Donc, et puis j'ai fait une sorte de mini-projets. Par exemple, je dis que Limité, voilà la situation de Limité. J'ai fait un appel d'offres à des 3-4 entreprises, même si elles sont des petites et moyennes entreprises, parce que le travail consiste à louer un engin, des camions, transporter et jeter. Vous allez voir que les entreprises n'allaient pas présenter des coûts exorbitants, parce qu'il existe des petites et moyennes entreprises qui cherchent des travaux et qui seraient prêts à revoir effectivement leurs coûts pour gagner les marchés. J'allais les faire et vous verrez qu'on n'allait pas parler des millions nécessairement. Non, on parlerait de quelques milliers. Cette volonté politique. Mais avec tous ces chapelets de bonnes intentions ici, est-ce que vous pensez que vos prédécesseurs n'en avaient pas et qu'ils étaient à un certain moment butés par un problème de moyens? Et ces moyens-là c'est situé au niveau de la rétrocession qui n'arrivait pas à se faire comme il se devait. Comment alliez-vous résoudre ces problèmes-là? Parce que ce sont des problèmes, peut-être, si vous aviez été élu, vous alliez trouver ça sur la table. Merci, c'est une bonne question et je pense que j'ai des réponses à cette question-là. Premièrement, j'ai été toujours un peu scandalisé de voir que notre gouvernement, quand il parle des projets, on cite toujours des millions. Moi, j'ai géré des projets, mais ce n'est pas toujours des millions. Peut-être le système que vous allez trouver là-bas sur place qui va vous pousser peut-être à changer aussi la bonne mentalité que vous avez. Exactement. Quand je vois, par exemple, on parle des projets, un exemple typique, les projets de forage dont on parle, je vois, on parle d'un forage à 290 quelques mille dollars. J'ai fait plusieurs projets de forage à des 8 000 dollars, à 4 000 dollars, ça dépend de la profondeur. Vous voyez? Alors, je me suis toujours étonné de voir que quand des projets que nous, dans notre secteur privé, nous faisons à 30 000, au niveau de l'État, on parle toujours de 200 300 000. C'est toujours comme ça. Et on trouve ça parfois, moi je trouve que c'est... Les gens trouvent ça parfois normal. Hein. Je crois que j'allais faire ce qui est réel. Okay. Donc quand je serai là, ça serait réel. Par exemple, s'il fallait enlever tout ce qui est dans Calamo, de son amont jusqu'à son aval, j'allais amener les entreprises et on fait un cahier de charge de la situation de ce projet et ils soumissionnent normalement. Je pense qu'ils allaient aller trouver des engins, des camions et essayer de voir combien de tours ça va faire, combien de jours il faut louer l'engin pour transporter, combien de personnes. Il allait faire son budget normal. Je ne crois pas qu'on allait être à des montants exorbitants, non. Même si ça serait beaucoup étant donné la distance, mais ça serait raisonnable. Alors je pense que quand on ne dépense que pour ce que l'on a fait, les coûts seraient différents. Et concernant maintenant le deuxième volet de réponse, concernant les recettes, évidemment, oui, la ville manque des recettes. Voilà pourquoi j'ai parlé de la création de l'argent pour la ville. C'était, voilà, j'avais 4 piliers. L'un des piliers, le premier, c'est la création de l'argent pour la ville. Le deuxième, c'est l'intégrité dans la gestion publique. Le troisième pilier, c'est le travail excellent, ou l'excellence dans le travail, pour transformer la vie de Kinshasa de façon durable. La création de l'argent allait passer par la numérisation de tous les modes de perception des taxes et aussi la création de nouvelles sources de revenus pour la ville. Vous savez, cette numérisation-là créerait de nouvelles sources de revenus pour la ville. Par exemple, toutes les contraventions routières, des infractions, seraient payées à travers cet outil numérique. Je vois des gens, quand ils construisent les maisons, les bâtiments, ils mettent les matériaux de construction sur les avenues. Ils vont rendre l'avenue impraticable, tout ça. Non, mais... C'est que nous sommes en train de vivre sur le marché central, un peu plus précisément sur l'avenue Kassavubu. Vraiment, est dans une situation méconnaissable. Hein. Oui, et puis même dans nos quartiers, c'est comme ça. Quelqu'un va commencer son projet
alors toute l'avenir c'est pour lui maintenant. Il met des tas de sable, des tas de gravier et la route n'est plus... et la route... On est même obligé de, oui, on est même obligé de dévier parce que lui il a un projet. Non, ça ne pouvait pas se faire. Ces genres de choses, avec la restauration de l'État, l'autorité de l'État, en renforçant les pouvoirs des chefs de quartier et des rues, seraient aussi des sources de revenus. Ça serait des choses que nous allons punir, que nous allons interdire. Nous allions réglementer cela. Oui, on comprend, vous pouvez ne pas avoir l'espace pour construire, mais vous allez le faire avec les chefs des rues, et puis ça devait être payant. Vous utilisez l'espace d'État, ça allait nous rapporter des ressources. Donc la numérisation allait apporter plusieurs sources de revenus. Okay. Mais, monsieur Aimé, est-ce que, à mon humble avis, apparemment, vous êtes mal parti avec votre candidature, d'autant plus qu'aujourd'hui nous savons que pour réussir, pour gagner un ticket, donc il faut pouvoir être porté par un regroupement ou un parti politique pour pouvoir réussir ton ticket. Mais pourquoi n'avez-vous pas adhérer à un parti politique ou bien être coopté par un regroupement politique pour pouvoir porter votre candidature avec tout ce que vous avez comme connaissance, ça allait quand même apporter au pays. Oui, mais cela va de la vision que nous avons à nous, dans notre cœur. Notre vision, c'est évidemment une vision pour le bien-être de notre ville et de notre pays en général. Donc, c'est un peu ce que vous avez vu, c'est l'exemple de cette vision-là. Nous pensons vraiment contribuer au pays, à la croissance. Alors, nous savons ce que nous faisons et je ne pense pas que je suis mal parti, non. Je pense que l'apprentissage a été fait. La leçon a été acquise, l'expérience, ceci fait partie de l'expérience qui va nous aider à continuer de grandir dans l'avenir et pour être capable d'aider les pays encore plus. Je pense que ce n'est pas nécessairement à prendre le pouvoir ou bien une parcelle de pouvoir, comme nous le cherchons dans la ville ici de Kinshasa, être gouverneur. La vision profonde, c'est améliorer. Alors, cela peut passer par d'autres façons, pas seulement à travers le parti politique. Ouais. Nous-mêmes aussi, nous pouvons être un leader politique un jour. Donc, tout dépend de la vision qu'on a dans la tête. Mais au départ, qu'est-ce qui vous avait beaucoup plus motivé pour aller jusqu'à postuler comme candidat gouverneur? Oui, ce qui m'a motivé là-dessus, c'est la confiance que j'ai au chef de l'État. Ouais, moi, j'ai confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un homme d'État, un homme qui est démocrate. Et j'ai eu confiance que les députés provinciaux incarneraient aussi son esprit, étant donné qu'ils sont en majorité l'émanation de l'Union sacrée, et je pensais qu'ils étaient préparés à chercher, à élire les candidats qui seraient beaucoup plus utiles au chef de l'État pour réussir son second mandat. Alors, et qu'il n'y aurait pas un mot d'ordre qui irait dans le sens antidémocratique, quoi. Bon, c'est ça. Donc, je savais que les chances n'étaient pas nombreuses, mais il était important de révéler quand même ce que nous pouvons apporter à la ville. Et en révélant cela, nous sommes disposés si nous pouvons apporter cela sous d'autres formes. Les objectifs assignés, c'était quoi? Les objectifs que vous étiez assignés aussitôt par rapport à votre candidature? Oui, nous avions préparé d'abord notre programme, très bien, rencontré les députés provinciaux pour leur présenter les solutions. Et ces programmes étaient formulés en combien des axes? Oui, mon programme avait 4 piliers que j'ai cités là, et chaque pilier avait évidemment des détails, comment est-ce que nous pouvons y parvenir. C'est là que nous pouvons parler des problématiques de la ville de Kinshasa. J'en avais parlé, la problématique des embouteillages, de l'insécurité, de l'insalubrité, du chômage, des manques de recettes.
Alors, donc, on en a parlé, mais toutes ces problématiques-là sont inclus dans les 4 piliers. Donc, c'est les 4 piliers qui permettent de résoudre ces problématiques. Alors, j'ai beaucoup plus parlé de 4 piliers pour transformer la ville-province de Kinshasa. Parmi les 4 piliers, nous faisons par exemple allusion à ce que vous avez parlé sur le développement de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous mettons un accent particulier sur le social, par exemple. Comment, à votre niveau, vous aviez pu résoudre ces problèmes-là du social des Congolais? Parce qu'aujourd'hui, ça ne tient pas. Les Congolais se démerdent ça et là, mais ça ne colle pas. Et ils demandent le soutien de la ville, ils demandent le soutien des autorités. Mais si, par rapport à votre projet, comment aviez-vous porté? Parce que ces projets, ce n'est pas seulement pour vous. Parce que d'autant plus que vous avez présenté devant les élus du peuple, ça veut dire que ces projets peuvent être captés par tout le monde pour pouvoir l'utiliser, et bien sûr avec votre apport aussi. Oui, la question du social, c'est une question qui a beaucoup de ramifications et de racines profondes. C'est comme ça que vous voyez, même au niveau national, c'est quand même très difficile. Notamment, on constate qu'il y a toujours l'inflation, donc on n'arrive pas à stabiliser convenablement les taux d'échange qui montent toujours, et l'économie nationale aussi qui est aussi sous un certain contrôle de certains leaders économiques, ce qui dérange aussi au niveau de l'État. Et donc, alors, nous avions prévu de notre côté de faire de notre mieux au niveau de la ville centrale de Kinshasa pour au moins aider les Kinois à manger, avoir de quoi manger, à pouvoir se déplacer aussi facilement, donc, et aussi en misant sur l'éducation. Donc, de sorte que quand les personnes sont éduquées, ils peuvent être capables de subvenir à leurs besoins. Alors ça, c'est un effort que j'avais même commencé en dehors même du pouvoir, hein, de la recherche du pouvoir. En tant qu'entrepreneur, j'ai fait de mon mieux pour trouver une solution pour cette partie de la population qui n'est pas instruite, mais qui a de main pour essayer de faire quelque chose et trouver de quoi manger. Il y a de l'argent entre les mains des riches, il y a des pauvres qui n'ont pas accès aux riches. J'ai conçu une application qui s'appelle AfriPro, qui fait enregistrer des personnes qui savent faire juste des choses élémentaires, telles que nettoyer les véhicules, faire la vaisselle, la lessive, ou réparer la voiture, ou réparer la radio, la télévision, donc des techniciens et des surfaces ou des équipements. Ils sont enregistrés là-bas. Même des répétiteurs pour les enfants, des gens qui sont comme ça, enregistrés dans AfriPro. Alors, nous faisons la promotion d'AfriPro, de sorte que quelqu'un qui a ses moyens et qui cherche une personne pour l'aider à réparer soit un élément de sa voiture, ou un appareil électroménager, ou être son chauffeur ou quelque chose, peut trouver cette personne à travers AfriPro. Alors, c'est comme une plateforme qui met en contact les offres et les demandes. Et c'est une application qui existe sur Play Store et App Store, qui a déjà donné de l'emploi à des centaines de personnes, surtout des aides ménagères. Des personnes, des hommes et des femmes s'enregistrent là-bas parce que c'est un peu, presque chaque foyer, même des riches, a toujours besoin d'une aide ménagère. Alors, vous voyez, c'est une solution que j'ai trouvée, même étant à l'extérieur même des affaires de l'État. Et nous continuons. Donc, quand on sera là, par exemple, j'avais prévu de faire la promotion des travaux qui sont parfois négligés, mais qui peuvent créer de l'emploi, notamment la cordonnerie. Vous voyez, nous avons toujours des cordonniers qui se débattent de façon très rudimentaire, mais si on leur donnait un peu des équipements, un peu plus... Oui, alors on aura beaucoup de personnes qui vont apprendre à faire la cordonnerie parce que tout le monde porte les chaussures, mais avec des outils qu'il faut. Tout comme on a beaucoup de cambistes partout, imaginez maintenant on avait quand même des bons kiosques, des gens qui font, ils sont même à 3-4, qui savent réparer des chaussures de façon un peu plus moderne. Alors on allait, ça c'est juste un exemple, il y en a d'autres, des gens qui savent
réparer, de faire des petits ateliers. Autrefois, j'avais même l'idée de créer ce qu'on appelle un Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication, un peu comme chez les Chinois, où des gens apprennent à réparer des machines ou de fabriquer des petits outils qui sont des solutions à des problèmes que nous avons généralement, tels que les gens, quand ils vont se laver, parfois ils ont des pierres comme ça. Alors, donc des gens qui fabriquent des choses, et on encourage un peu des choses un peu, voilà, des petits moyens avec artisanat un peu créatif. Oui, pas seulement ceux qui font seulement achat-vente, non, mais un peu de la créativité. Oui, c'était des choses que j'allais créer pour que ça devienne un peu dans la vie du Kinshasa un mouvement, quelque chose qui a de la valeur. Voilà. On allait booster cet aspect-là pour amener des gens qui font rien à voir que je peux aussi faire quelque chose. Je peux devenir un cordonnier professionnel. Je peux devenir un fabricant de telles choses. Il y a un labo de fabrication. Chaque personne va se trouver réparer, voilà, exactement. C'était un peu ça, des idées qu'on a mettre en place. Oui, par rapport au problème du marché central, parce qu'il y a déjà des contrats qu'on a signés avec certains magasins, certaines entreprises étrangères et au détriment de nationaux aujourd'hui qui commencent déjà à se plaindre de dire que non, ces marchés centrales-là ne nous appartiennent plus, c'est pour les étrangers. Il y a d'autres personnes qui vont plus loin pour dire que non, on avait déjà vendu le marché central. Et dès que ça arriverait à son achèvement, donc ils n'auront plus droit d'y accéder. Comment alliez-vous résoudre aussi le problème de dette que vous alliez trouver sur la table que la ville avait déjà contracté? Comment alliez-vous arriver à résoudre ce problème? Et c'est parmi les choses qui donnent, par exemple, du retard aux nouveaux venus. Oui, évidemment, il y a une réalité que l'on trouve, que l'on ne peut pas prédire au moment où on bat sa campagne. Donc, parce qu'il y a toujours cet écart entre la théorie et la pratique. Mais ce qui aide à bien se comporter face à des réalités que l'on trouve, ce sont des fondements que nous avons. Ça permet de savoir ce qu'il faut faire. Donc, des valeurs, des principes, disons, que vous avez, qui vont permettre à ce que vous fassiez ce qu'il faut. En ce moment-là, par exemple, en tant qu'un homme d'État, je sais qu'il faut la continuité de l'État. Donc, j'arrive à me comporter de la manière qu'il faut, comme un homme d'État. C'est-à-dire reconnaître les engagements que l'État a pris et voir est-ce qu'il y a moyen de revoir. S'il n'y a pas moyen de revoir, alors je ne peux pas agir autrement. Je peux peut-être trouver des solutions autres. Je peux dire, bon, est-ce que je peux regarder d'autres directions et essayer de faire ce que je peux faire, trouver des solutions pour continuer à exécuter mon plan. Donc, je pense que nous sommes dans un État qui s'est déjà lancé dans la voie de la démocratie, qui oblige la continuité vraiment de l'État, parce que cela est important pour capter toujours des investisseurs. C'est vrai que nous pouvons trouver des choses qui sont louches, qui ne sont pas correctes. Face à cela, je pense que nous avons quand même une hiérarchie auprès de laquelle nous allions nous rapporter. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est les principes que l'on a, qui sont les fondements qui vous guident dans les décisions que vous prenez. Alors, je prendrai toujours les décisions qui seraient favorables pour la ville. On a vu dans le panneau que vous aviez placé dans plusieurs coins de la ville-province de Kinshasa, ici. Je vois là sur Notre-Dame, par exemple du Congo. Je vois sur le boulevard Aimé Mbouyi pour la bonne gouvernance. Et à quoi porterez-vous cette bonne gouvernance? Pour une gouvernance intègre et excellente. Voilà, c'est les deux termes. L'intégrité dans la gestion, c'est un principe très fondamental pour le développement et l'émergence. Cela inclut l'éthique, la morale. Donc, j'allais créer, donc mon staff, mon gouvernement, mon équipe devrait se mettre autour d'une vision, d'un principe qui serait la ville d'abord. Donc, la ville d'abord. Okay. Parce que c'est difficile d'échanger des gens.
Mais voilà, c'est difficile, je sais qu'il y en aurait qui seraient toujours tentés de vouloir tricher, détourner par-ci par-là, mais je voudrais que tout le monde, et ceux qui sont et les voleurs, aient au moins un dénominateur commun. C'est que d'abord l'intérêt de la ville. Comme ça, là où il est, même si je ne suis pas là, il est en train d'essayer de voler, mais il pense toujours à la ville, hein, d'abord. Ce qui ferait que là où avant, il détournait 80% des ressources, il commence à réduire. Il dit, bon, la ville d'abord, il prend peut-être 30%, un peu 10%. Donc les gens, tout le monde commence à revoir sa mentalité en rapport avec la ville. Donc la ville d'abord, ce serait les dénominateurs communs de tous ceux qui sont intègres et même ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est ce que j'allais amener. Comment? Par mon exemple et aussi par les contrôles, les niveaux de contrôle qui seront mis dans la gestion financière, des rapports qui seront publiés, même auprès de la population, pour qu'ils sachent ce qui se passe, comment nous gérons, comment nous générons les revenus pour la ville et à quoi ces revenus ont été affectés. La transparence et aussi la collaboration efficace avec l'IGF. L'excellence, les deux mots apportent la bonne gouvernance. L'excellence, c'est dans le travail que nous faisons. Nous chercherons toujours à mieux faire. Voilà pourquoi, si j'étais le gouverneur, j'allais vraiment beaucoup me préoccuper à organiser la gestion de la ville. Pendant que les actions sont en train d'être menées sur le terrain, en tout cas, j'allais faire peut-être un concours pour recruter des jeunes Congolais talentueux en matière de gestion informatique, en matière de numérique, et puis aussi des techniciens, des ingénieurs et d'autres scientifiques, afin que je puisse partager, discuter avec eux, partager ma vision de la gestion, de l'organisation de la ville. Et que voilà, nous allons prendre notre ville de Kinshasa, la mettre dans un ordinateur. Nous allons prendre la ville, la mettre dans un ordinateur. Voilà, voilà les idées, voilà ce que je pense des outils de gestion informatique qui doivent être mis. Pour l'éclairage public, les modèles. Pour les routes, les modèles. Pour l'assainissement, les modèles. Ainsi de suite pour les ponts, pour ainsi de suite les éclairs, l'effet de signalisation. Finalement, dans Bout-Dut, si à une année nous avons notre ville, nous pouvons voir notre vie virtuellement dans un bureau technique du gouverneur. Et chaque problème, comment on va, s'il y a une lampe grillée, s'il y a un problème dans la route, un trou, comment cette information peut nous parvenir pour qu'on la voit, qui peut recruter l'administration, je la gère, les outils informatiques de gestion, c'est ce qui s'est fait ailleurs. Et les caméras pourront intervenir plus tard. D'accord. Cette émission, nous ne la faisons pas pour nous-mêmes. Hein. C'est pour permettre à ce que même le gouverneur, le nouveau gouverneur, puisse pouvoir suivre cette émission et de pouvoir s'approprier de tout ce que vous êtes en train de donner comme vision de la ville-province de Kinshasa, de pouvoir également vous associer, pourquoi pas, dans cette gestion pour apporter le meilleur de vous-même dans cette gestion. Et quel est le message aujourd'hui que vous pouvez lancer à ces gouverneurs, le ticket qui vient d'être élu pour la ville-province de Kinshasa, et c'est par là que nous allons peut-être clôturer. Merci beaucoup, Madame Feza. La première des choses, c'est je félicite le gouverneur Daniel Bumba pour son élection. Et le deuxième mot, c'est que nous travaillons tous pour notre ville. Donc, c'est l'unité nationale qui doit régner. On était des adversaires pour les postes, mais on n'est pas des ennemis. Et moi, j'invite en tout cas tous les élus, même pas seulement notre gouverneur de la ville de Kinshasa, et même ceux qui sont dans les autres provinces, à un sentiment patriotique et à être toujours, à être unis dans notre amour pour la nation, pour notre ville, et qui doit se manifester par la manière dont nous travaillons. En tout cas, ne nous mettons pas dans la bassesse d'être des adversaires politiques qui font des conflits qui ne profitent pas à la ville. Alors moi, vous l'avez dit un peu au début, qu'est-ce que vous avez comme vision pour la continuité? La continuité, évidemment, de continuer à émettre des idées et même des critiques constructives qui vont permettre au gouverneur de réussir son mandat. Moi, je ne suis pas là pour... Mon souhait, ce n'est pas qu'il échoue, non. Mon souhait, c'est qu'il réussisse. Parce que c'est dans cette vie que je vis, mes enfants et ma postérité. Alors, j'invite donc les gouverneurs à ces sentiments patriotiques,
à voir les choses comme un homme d'État. Un homme d'État, en tout cas, ne voit que l'intérêt de l'État. Il peut travailler même avec un ennemi parce que cela profite à l'État. Okay. C'est ce que je lui invite à faire. En tout cas, madame, messieurs, vous avez bien suivi le candidat, hein, le candidat Bouyi Aimé. Malheureusement, il n'a pas pu réussir son jackpot, je vais dire ainsi, mais il est là pour contribuer pour la gestion de la ville avec ses idées, avec ses programmes qu'il a déjà mis en place, ses applications. Donc, il sollicite à ce qu'il puisse mettre ça pour l'intérêt et l'avancement de la ville-province de Kinshasa. Et pourquoi pas au ticket élu, Bumba et Edi Ieli, pour pouvoir réussir leur mandat. C'est un homme d'État, il est ouvert à toutes les opportunités, bien sûr. Ouvert à toutes les opportunités qui se présentent devant lui pour apporter son implication, bien sa main dans la pâte pour l'avancement de cette ville. Je signale ici qu'il était candidat à gouverneur de la ville-province de Kinshasa comme indépendant, et je crois que c'est par ce mot qu'il vient de dire que nous mettons un terme à cette émission. Nous allons nous retrouver dans un autre numéro avec le même plaisir, bien sûr. Au revoir.